L'histoire que je veux vous raconter se déroule dans l'extrême sud du continent africain, le long de la côte du Transkei. C'est là que chaque année, la nature met en scène le plus beau de ses spectacles. Nous sommes dans le Transkei, le cœur noir de l'Afrique du Sud. Les grandes vagues de l'océan Indien achèvent leur voyage contre ce que les Sud-Africains appellent la Wild Coast, la côte sauvage, une succession de falaises et de plages vierges. Au cours des millénaires, la force des eaux de pluie a érodé le terrain. C'est ainsi que se sont formées de profondes vallées où grandit une végétation dense et où coulent de nombreux cours d'eau. Au fond d'une de ces vallées, là où une lagune d'eau douce s'ouvre sur une longue plage de sable très fin, s'élève le village de Mboti. C'est ici qu'habite le peuple Pondo. Ils vivent sur une terre où le temps semble s'être figé et où le rythme de la vie quotidienne est dicté par la nature. L'océan est une partie intégrante de leur culture et ils aiment passer une grande partie de la journée en contact étroit avec ces eaux. La plage est pour eux un endroit de vie et de retrouvailles. À la tombée de la nuit, le village s'enveloppe de mystère. C'est à cette occasion que Timothy nous raconte l'antique légende de la première rencontre avec l'homme blanc. Ces côtes sont battues par des vents très forts et de violentes tempêtes. Un matin, après une grande tourmente, on découvrit des corps apportés par les vagues. Tous avaient en commun une même caractéristique, la couleur blanche de la peau, blanche comme l'écume de la mer, que les Pondo appellent Ulumbi. Certains de ces hommes étaient encore vivants, et ils expliquèrent aux habitants de Mboti qu'ils étaient tous les rescapés d'un naufrage. Mais pour le peuple de la tribu Pondo, ils resteraient à jamais des Umlungu, les fils de la tempête, nés de l'écume blanche de la mer. C'est la passion pour cette mer qui pousse un Umlungu, Walter Bernadis, à venir sur la plage de Mboti. Chaque année, accompagné de ses fils Tyrone et Mark, il revient ici, dans l'écume des eaux qui, selon l'a engendré, assisté à l'un des plus Sardine Run ou la course des sardines. C'est la migration de millions de sardines qui démarre des bas-fonds du cap Anguillas, dans la région du Cap, le long des côtes du Transkei, et qui prend fin dans la région du KwaZulu-Natal. Un deltaplane à moteur nous aide à explorer de vastes étendues de mer et nous guide au cœur de l'action. Notre pilote est Mike. Un mois par an, la vie paisible du peuple Pondo est ainsi entraînée dans un rythme déchaîné qui leur est étranger. Notre style de vie a toutefois en commun avec eux l'amour et le respect de la nature et la curiosité d'en percer les secrets les plus cachés. Le choix d'établir le camp dans le village de Mboti est lié à la proximité de Waterfall Bluff, une cascade qui se jette directement de la falaise dans la mer. Il semble que ce soit un endroit qui plaise beaucoup aux sardines, car ces dernières années, elles s'y sont toujours rassemblées en très grand nombre avant de continuer leur voyage vers le nord. Alors que Mike poursuit ses investigations aériennes, nous sommes prêts à sortir en mer.
Nous commençons par les eaux les plus proches de la côte et très vite, en eau de surface, nous repérons quelques bancs de sardines. Klaus! Le long des côtes d'Afrique du Sud, le courant dominant est celui du Mozambique. Les sardines se rassemblent dans les bas-fonds du cap Anguillas en avril et mai. En juin, dès les premières perturbations hivernales, les vents du sud-ouest créent sous la côte un contre-courant que les sardines utilisent pour migrer vers le nord, tempête après tempête. Une fois passé le Transkei, les sardines continuent leur voyage vers la ville de Durban. De là, elles se dirigent vers le large et elles utilisent le courant du Mozambique pour retourner vers les eaux froides du Cap. On ne connaît pas exactement les raisons de cette migration vers le nord. On pense que les sardines pourraient être poussées par des courants froids riches du plancton dont elles se nourrissent. Mais il se pourrait aussi que les raisons qui les fassent se regrouper et migrer jusqu'ici soient liées à la reproduction. Nous continuons de naviguer près des côtes et nous rencontrons un groupe de dauphins bottlenose qui nagent paresseusement. Ils s'amusent avec les vagues et semblent jouir du repos mérité après une battue de pêche. Du deltaplane, Mike a aperçu au large un autre banc de dauphins. Ce sont des centaines et des centaines de dauphins communs. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la migration des sardines, c'est non seulement leur nombre considérable ou les raisons de leur voyage vers le nord, mais c'est aussi et surtout l'incroyable variété de faune qu'elles mobilisent à leur poursuite. C'est une occasion unique pour un grand nombre d'espèces marines de trouver de la nourriture. Et quelle quantité, sans faire d'efforts particuliers. Walter nous explique que pour intercepter un banc de sardines, les dauphins utilisent 2 tactiques différentes. Au début, ils se déplacent en longues files parallèles, ce qui leur permet de sonder un plus large tronçon de mer, et on les voit souvent changer tous ensemble de direction. Une fois le banc localisé, ils se rassemblent en un groupe plus compact et ils se jettent à sa poursuite. Comme il semble d'ailleurs que cela soit en train de faire. Any good? Oh, full of dolphins everywhere. Very close. Nice. Comme nous les avons beaucoup trop suivis, nous sommes désormais trop loin de la côte et de la plage de Mboti pour continuer. Mike, come in for dive deck. De plus, Mike nous confirme qu'à plusieurs milles à la ronde, on ne voit pas une seule sardine. Au lointain, nous remarquons une tache obscure sur l'eau. C'est un groupe de phoques qui se réchauffent toutes nageoires à l'air. C'est étonnant de les voir flotter si tranquilles, si l'on pense qu'ils viennent de la région du Cap, où ils cohabitent dans les mêmes eaux que celles du grand requin blanc. Ils sont venus jusqu'ici pour chasser les sardines et ils semblent bien savoir que le requin blanc ne vient pas jusque-là. Leurs nageoires sont à flot, mais leur tête est dans l'eau. Ils font le guet à tour de rôle et la sentinelle scrute le fond d'où peut venir le danger. Au moindre bruit, elle se détache du groupe et s'immerge pour contrôler. À un signal donné, tout le groupe plonge et après y avoir regardé de plus près, s'éloigne. Le temps est en train de changer et nous décidons de rentrer. Le vent du sud-ouest est annonciateur de l'arrivée d'un front froid. C'est ce qu'il faut pour pousser de nouvelles sardines jusqu'ici. La perturbation pourrait durer quelques jours. En conséquence, nous décidons de quitter le Transkei et nous nous déplaçons vers le nord, le long des côtes du Natal, près de la ville du Durban, pour voir ce qui se passe à l'arrivée des premières bandes sardines.
Dans cette région de l'Afrique du Sud, nous sommes très loin de la tranquillité de la terre des ponts d'eau. Ici, pour les sardines, le danger vient surtout de l'homme. Aux premières lueurs de l'aube, les pêcheurs sont déjà prêts sur la plage. Une barque se dirige vers le large, là où les sardines ont été aperçues. On jette alors le filet à la mer, autour du banc de sardines, de façon à le cerner. La pêche est terminée. Mais c'est maintenant que débute la véritable action. Il est curieux d'observer qu'un événement naturel de cette envergure, aussi récurrent soit-il, soit une occasion de fête et de joie pour les habitants de la côte. Et c'est ainsi que chaque année, pendant un mois, la vie quotidienne se concentre sur la migration des sardines. Le front froid est passé et nous retournons dans le Transkei auprès du peuple Pondo de Mboti. Les conditions atmosphériques sont de nouveau favorables et à l'aube, nous sommes déjà prêts à sortir en mer. Après chaque tempête, les sardines arrivent en grand nombre le long de la côte et avec elles tous les prédateurs qui les suivent. Walter décide d'explorer une zone près des côtes en attendant des nouvelles du deltaplane. Il aperçoit léger d'un groupe de baleines. C'est une famille de 5 ou 6 spécimens de baleines à bosse qui nagent à notre rencontre. Elles remontent le long des côtes de l'Afrique du Sud en direction du nord, vers les eaux du Mozambique. Il semblerait que la Sardine Run n'ait aucune influence sur leur migration. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en certaines occasions, on les a vus se nourrir en eau de surface dans des bancs de sardines. Parfois, elles surgissent de l'eau pour regarder aux alentours et peut-être aussi pour nous étudier. Mike nous informe que dans son vol de reconnaissance, il a remarqué un grand mouvement de mouettes à 1 mile de la côte. Et il lui semble qu'elle se dirige droit vers le large, en direction d'un banc de dauphins qui nage rapidement vers le nord. Parmi les nombreux prédateurs qui suivent la migration des sardines, les mouettes sont, avec les dauphins, les plus actives. Habituellement, ce sont les premières à apercevoir les sardines, parce que grâce à l'altitude, elles peuvent localiser les groupes qui nagent en eau profonde. Peu à peu, l'activité devient de plus en plus frénétique et quelques mouettes commencent déjà à piquer. Elles ont aperçu un banc de sardines. Il est très important et il nage encore en profondeur. Brusquement, tout change. Les mouettes commencent à tournoyer en hauteur, au-dessus d'un périmètre de mer plus limité, comme si elles étudiaient les temps d'action. Les dauphins sautent hors de l'eau en décrivant des cercles concentriques. L'eau semble bouillir en surface.
They're on a bait ball here. Go ahead. Straight ahead of you, there's a bait ball. Les dauphins ont réussi à isoler une partie du banc de sardines. La sphère s'est formée, la prédation peut commencer. Pour les dauphins, c'est le résultat d'une stratégie précise. Ils ont poursuivi longtemps un important banc de sardines. Ils nagent autour pour les effrayer et ils émettent des colonnes d'air pour créer une barrière qui empêchera leur fuite. Pour les autres dauphins, c'est le moment d'entrer en action. Par des attaques répétées, ils capturent les sardines une par une. Ces dernières, pour se défendre, se solidarisent en une seule et unique masse compacte et remontent en haute surface. Des profondeurs arrivent aussi les requins cuivrés, prédateurs des mers ouvertes, qui normalement ne chassent pas avec les dauphins. Ils participent paresseusement au banquet, ne se souciant absolument pas de ce qui se passe autour d'eux. Ils entrent et sortent de la sphère comme s'ils étaient hypnotisés par l'incroyable quantité de poids. En remontant en surface, les sardines se retrouvent alors dans le champ d'action des mouettes qui survolent la Seine. Celles-ci se jettent en plongeon vertigineux pour gagner de la vitesse, parfois de plus de 10 mètres de haut. Certaines cèdent de leurs ailes pour nager vers les profondeurs et rejoindre les sardines. Le banquet dure jusqu'à ce que les dauphins, enfin repus, s'éloignent. Ce sont les seuls prédateurs capables de maintenir le groupe compact. Les sardines ayant survécu redescendent d'abord plus en profondeur, là où les mouettes ne pourront pas les attraper, et s'évanouissent ensuite dans le néant. Sur l'eau, il reste seulement des millions d'écailles, témoignage de ce qui s'est passé. En surface, l'action a cessé. Un peu plus loin, une mouette gît immobile sur l'eau, portée par le courant. Walter et moi-même la ramassons et cherchons à comprendre ce qui est arrivé. Elle a le cou rompu et a dû se cogner, lors de son plongeon, à un dauphin qui a probablement brusquement changé de direction. À cette vitesse, ça lui a été fatal. Notre aventure semble désormais toucher à sa fin, mais, sur la route du retour, nous croisons un groupe de dauphins qui suivent les baleines à l'os. Coming right at you. Go for it, go for it. They were more surprised than I was. They looked... Can we do it again? Nous nous dirigeons vers Umbotti. Tout à coup, le bateau est ébranlé par une violente secousse et l'eau s'y engouffre. Une baleine a brusquement émergé à nos côtés et nous n'avons pas pu l'éviter. Sous le choc, le tubulaire postérieur du Zodiac s'est cassé. Sur le rivage, une fois le danger passé, nous constatons les dégâts. Le Zodiac a été entaillé par les coquillages présents sur le corps de la baleine. De plus, un grand vent sud-ouest s'est élevé, rendant notre retour encore plus dangereux.
Well, here we are. Tout s'était quand même bien passé. Nous repensons à ce que Timothy nous avait raconté sur la légende de Umlungu et l'écume blanche, et nous rions car, pour un peu, nous aurions pu être les rescapés de la légende. Une dernière question à Walter. Reviendras-tu encore l'année prochaine? Yes, definitely. This is one of the greatest events of the year. Sûrement. Il semblerait que ce soit la plus grande migration que la mer puisse offrir. C'est la nature à son plus haut niveau. On ne peut jamais savoir ce que l'océan voudra bien nous montrer la prochaine fois. What are we going to see next year? It's an event that can't be missed.